Hier, en début d'après-midi, Frédéric Ewimewe était au palais présidentiel où il s'est entretenu avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'artiste chanteur dit être venu féliciter le président de la République pour l'ensemble des réalisations qu'il a réussies en si peu de temps. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans ce journal également, nous irons à la primature pour prendre part à une autre audience, celle accordée par le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan à une délégation du Forum des ONG appuyée par l'UNESCO. Et puis, l'actualité, c'est aussi le conflit israélo-palestinien. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré que son armée poursuivrait ses opérations contre le Hamas dans la bande de Gaza aussi longtemps que nécessaire et avec toute la force requise. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel. Hier après-midi, le président Alassane Ouattara a reçu en audience l'artiste chanteur Mewe. Frédéric Ewimewe est venu féliciter le chef de l'État pour les promesses tenues à travers la réalisation de grands projets d'infrastructure dans tout le pays. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abola. L'artiste chanteur Mewe, reçu par le président de la République ce vendredi 1er août 2014 au palais présidentiel. Pour Mewe, cette visite, en plus de l'avoir honoré, lui a donné l'occasion de saluer les actions menées par le chef de l'État dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire. Et l'artiste d'indiquer que cela ne surprend guère, précisant que le président de la République, en tant qu'homme de parole, ne fait que tenir ses promesses avec toutes ses réalisations. C'était l'occasion pour moi de le féliciter pour les promesses qui sont tenues. Et on le voit à l'instar de ce pays qui est totalement en chantier. Du coup, le citoyen Frédéric Ewi que je suis, qui a pris beaucoup de risques il y a quelques années en arrière, en rentrant à l'hôtel du Golfe, je ne veux pas revenir sur la petite histoire, ne le regrette pas. Et aujourd'hui, pour mon pays, j'en suis fier. Fier d'avoir enfin un interlocuteur à la magistrature suprême qui a envie de poser des actes. Et des actes pour redynamiser, redorer le blason de notre pays. L'artiste chanteur a aussi salué les gestes du président de la République à l'endroit des artistes retraités. Pour lui, ces gestes si forts constituent une grande marque de considération pour tous les artistes de Côte d'Ivoire, de la part du président de la République, Alassane Ouattara. Hier également, le Premier ministre, lui, a ouvert les portes de ses bureaux à une délégation du Forum des ONG appuyée par l'UNESCO. La délégation revient de Yamoussoukro où elle a pris part au 2e Forum international des ONG. Le témoignage d'Hugues Veblé. L'audience accordée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la délégation constituée d'officiels du Forum des ONG et de l'UNESCO a été suivie d'une remise de documents. Ils sont relatifs à la conférence internationale sur l'accès à l'eau pour tous en Afrique. Conférence qui vient de s'achever à Yamoussoukro et qui a permis de fixer des priorités pour l'action collective des ONG avec le soutien de l'UNESCO. La société civile, aux côtés d'autres acteurs, aux côtés des Nations Unies, aux côtés des gouvernements, a quelque chose à offrir et nous avons pu en témoigner lors de ces 2 jours de réflexion. Il y a un certain nombre d'actions concrètes qui ont été proposées et à l'horizon du post-2015, alors que les gouvernements, vous en saurez sans doute, débattent de la question des objectifs à définir pour l'après-2015, à la suite des objectifs du millénaire, il est important de considérer les questions telles que l'eau. Nous sommes heureux, dans cette réunion, on nous a indiqué qu'il y avait une centaine d'ONG qui ont participé à la réunion de Yamoussoukro et nous allons faire en sorte que nous puissions les utiliser au mieux sur ce secteur sensible de l'eau qui est source de vie. La conférence internationale des organisations non gouvernementales se réunit tous les 2 ans. La rencontre qui vient de se tenir à Yamoussoukro est le premier forum international des ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO qui se tient hors siège.
Sur une prévision de 746,7 milliards de recettes à recouvrer jusqu'à fin juin 2014, la Direction générale des impôts a mobilisé 794,5 milliards de francs CFA, soit un écart positif de près de 30 milliards de nos francs. On peut donc le dire, la structure financière est sur la bonne voie. Elle est en passe de respecter ses engagements dans le financement du budget de l'État ivoirien. Les précisions de Francis Boifo. 494 milliards de recettes recouvrées au deuxième trimestre de cette année par la Direction générale des impôts, ce qui porte à 794,5 milliards de francs CFA l'ensemble des recouvrements à fin juin 2014. Sur un objectif global des recettes attendues de 746,7 milliards au titre du premier semestre, les réalisations brutes de la DGI se situent à 794,5 milliards au titre de la dite période, dégageant ainsi un écart positif de 27,9 milliards, soit un taux de réalisation de 103,6%. Pour ce deuxième trimestre 2014, on enregistre une croissance de 16,3% par rapport à 2013. Mais des défis restent à relever. Pour le prochain semestre qui court de juillet à décembre 2014, la Direction générale des impôts attend mobiliser 825,5 milliards de francs CFA au regard de l'objectif annuel de recettes fixé à 1620 milliards de nos francs. Ce séminaire bilan a permis aux responsables de l'administration fiscale d'énumérer les difficultés liées au recouvrement des recettes, de faire des propositions afin d'atteindre l'objectif de 825,5 milliards de francs CFA dans 5 mois. Mamadou Sangafoa Koulibaly a reçu pendant 2 jours ici en Côte d'Ivoire le ministre de l'Agriculture, du Bétail, de l'Alimentation, de la Pêche maritime et des Espaces verts de la région autonome de Catalogne en Espagne. Une rencontre entre les deux hommes pour renforcer la coopération entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire dans le domaine agricole. Au quotidien, ce sont des centaines de tonnes de produits vivriers qui périssent dans les champs de production et dans les villages, faute de routes praticables et de coûts élevés de location des véhicules de transport. Des coûts parfois insupportables pour les productrices et les commerçantes. Pour faire face à la question, la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENACOVICI, pense avoir trouvé la solution. Elle s'engage aux côtés d'une entreprise automobile pour l'acquisition de véhicules de transport. À ce titre, il sera mis à la disposition de la FENACOVICI 41 véhicules neufs, dont 31 camions de 3,5 tonnes, et 10 camions de 40 tonnes, le tout d'un montant d'environ 1,4 milliard de francs CFA. Une volonté qui s'est traduite en une signature de convention entre les deux structures. Nos produits vont sortir et le prix que nous passons à tous les matins pour communiquer à la population, ça sera aussi respecté. Aujourd'hui, le programme du président de la République, c'est pour que les Ivoiriens mangent à leur faim. Et il fait l'effort et c'est pourquoi nous nous donnons partout pour que la nourriture soit vraiment à la porte de toute la population ivoirienne. Si nous avons des paysans qui vivent bien de leur travail, de leur production, forcément tout le pays s'en trouve meilleur. Et à ce moment-là, on peut lutter contre la pauvreté. La Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENACOVICI, a initié plusieurs projets pour la sécurité alimentaire et surtout pour la lutte contre la pauvreté en zone rurale. Il s'agit entre autres de programmes de production à compte saison et une politique de commercialisation et de développement de la production vivrière. Vous vous en êtes rendu compte, il s'agissait de l'octroi d'1 milliard de francs CFA pour le secteur du vivrier. Le train ivoirien pour l'émergence a fait une escale dans la région du Bélier le temps d'une investiture, celle des coordinateurs locaux du mouvement. Les nouveaux promus se sont engagés à vulgariser les valeurs du TRIE. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est un reportage de nos confrères de RDI Boaké. Deuxième sortie officielle du train ivoirien pour l'émergence TRIE. Au total, 550 chefs de canton, de villages, de responsables de communautés, d'organisations de jeunes et de femmes se sont donné rendez-vous
pour embarquer dans le train de l'émergence. Pour lui, Abonois, député de Brobo, le trio repose sur les bases de la fraternité pour le développement de la Côte d'Ivoire. À travers le trio, nous invitons, n'est-ce pas, à un nouveau consensus national autour d'Alassane Ouattara en 2015 en vue de l'émergence de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, à l'horizon 2020. Au menu de ce rassemblement, l'investiture des coordonnateurs du district de Yamoussoukro et de la région du Bélier. Nous sommes tous d'accord pour le soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara pour que la Côte d'Ivoire retrouve la véritable paix. Nous allons œuvrer à ce que cette mission soit une réussite pour la victoire prochaine de RHDP aux élections de 2015. Le ministre Ahmed Bakayoko a pour sa part félicité le fondateur de Trio pour son message d'union, de paix et de cohabitation pacifique, socle du développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est en train de construire. Le président Bédié et le président Ouattara, ce qu'ils ont fait, c'est une leçon pour nous tous. Ça vous dit, il n'y a pas quelque chose qui est plus important que la réconciliation. Eux deux, ils sont entrés dans la cage, ils sont sortis avec le sourire. Dès qu'ils ont fait ça, la Côte d'Ivoire a changé. L'idéal du développement est au-dessus de nos personnes. L'idéal de la prospérité des populations est au-dessus des calculs politiciens. Pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le nouveau statut des rois et chefs traditionnels assurera leur dignité et leur autonomie. S'agissant du conflit relatif à l'occupation du siège de chef de canton de Yamoussoukro, le ministre a indiqué que les protagonistes se doivent de préserver l'esprit de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui est un bien précieux pour l'Afrique et le monde. Le président du comité d'organisation et le président local du RHDP ont souligné que chaque Ivoirien a sa place dans ce train, avant d'indiquer que la Côte d'Ivoire a ouvert de nouveaux horizons sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Hier, au plateau, ils étaient tous présents, élus, cadres, opérateurs économiques des régions du Cavali, du Guémon et du Tonkui. Une rencontre qui avait pour ordre du jour le développement de la région. Delphine Blas. 2015 se prépare maintenant. Et les régions du Guémon, Cavali et Tonkui l'ont bien compris. Alors, tenue de cette réunion pour tracer les sillons de la réconciliation, de la paix et du développement. Ils étaient en majorité là, cadres, élus, opérateurs économiques, fils et filles de l'Ouest montagneux. Les défis à relever sont énormes, d'où la mise en place de plus d'une quinzaine de commissions. Leur mission, construire ou reconstruire la région pour lui redonner un visage reluisant pour l'émergence à l'horizon 2020, veut cher au président Alassane Ouattara. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, y croit fermement. Faire le point des questions de développement de notre région, notamment l'évaluation des engagements du président de la République, la mise en œuvre de ces engagements, ce qui reste à faire. Mabri ne peut pas faire ça, futur ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, s'il n'a pas autour de lui d'autres frères. Tous abondent dans le même sens. Il faut une thérapie de choc pour que les régions du Cavali, du Guémon et du Tonkui deviennent de plus en plus fréquentables, avec des sites touristiques où il fait bon vivre. Surtout que cette région a tout dans son sol, l'or, le diamant, le fer, le nickel. L'Ouest a donc décidé de parler d'une même voix et de faire des propositions pour faire avancer la région. Intéressons-nous à présent aux activités du groupe parlementaire PDCI. Jeudi dernier, ils se sont retrouvés au Golf Hotel pour faire le bilan de leur participation aux activités parlementaires. Ils ont aussi dégagé les perspectives d'une meilleure collaboration avec les autres groupes de la législature actuelle. Léon Brou pour les détails. 24 heures de réflexion et d'échange sur la contribution du groupe parlementaire PDCI-RDA aux activités de l'Assemblée nationale et les 90 députés du parti Sexa Jeunesse se dotent d'un règlement intérieur. Ils fixent le cadre de la collaboration
aussi bien en interne qu'entre les députés du PDCI-RDA et leurs pairs des autres groupes parlementaires. Objectif, convergence des vues, notamment sur les projets de loi. Désormais, nous voulons partir sur de nouvelles bases. Nous n'aurons pas de difficultés à aller voter la loi puisque nous serons en phase avec la direction du parti. Pour expliquer ce recadrage, les députés du PDCI-RDA indiquent que leur groupe parlementaire n'a pas toujours été compris par ses pairs. Et pourtant, précise-t-il, ces positions ne visent qu'à exprimer la démocratie. Pour faire en sorte que même l'exécutif soit à l'aise. Parce que si nous fuyons nos responsabilités, en définitive, de l'extérieur, on croira que le député il ne fait rien pour que le pays avance. Or, nous avons la mission de faire en sorte que les bons textes soient mis en place et que l'exécutif exécute son travail et qu'à la fin, bon, c'est le peuple ivoirien qui trouve son compte. Sur l'éventuel éclatement du RHDP au sein du Parlement, la réaction des députés du PDCI-RDA est sans équivoque. Les positions de notre groupe parlementaire reflèteront toujours et encore l'esprit et la lettre de notre alliance. Un mot de sport dans ce journal. Le tournoi de football doté du trophée Ado le Bâtisseur, c'est dans 2 semaines exactement. Pour la réussite de la compétition, des kits ont été remis récemment par le comité d'organisation au secrétaire général par intérim du RDR. Le commentaire de nos confrères de RTI Sport. Le tournoi de la consolidation doté du trophée Ado le Bâtisseur se précise. Le secrétaire général par intérim du RDR, Ramadou Soumaoro, a souhaité affirmer l'implication de la direction du parti dans ce projet. Les actions fortes posées par le président, les actions de développement dans tous les domaines de l'État, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine des infrastructures de base, tout ceci doit aider à remobiliser les Ivoiriens et à accepter qu'en réalité, Alassane Ouattara est un bâtisseur auquel nous pouvons encore confier la destinée de notre pays. Le ministre Philippe Légré, secrétaire général adjoint du RDR chargé de la mobilisation, de la logistique et du maintien d'ordre, et le coordonnateur du tournoi, Maître Koneche Koumar, en ont profité pour offrir des kits destinés aux personnalités. Il s'agit notamment du président de la République, Alassane Ouattara, et de son épouse, du président Aimé Henri Konan Bédié et son épouse, du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro, le Premier ministre Daniel Kablan Duncan et d'autres membres du gouvernement. Le lancement du tournoi Ado le Bâtisseur est prévu le samedi 16 août 2014 à Gagnoa. Nous ne sommes plus qu'à 5 jours de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et pendant 7 jours, pendant une semaine, nous vous ferons revivre des temps forts de ce moment unique et heureux pour notre pays. Ce soir, nous vous proposons l'ambiance qui prévalait pendant la finale de la Coupe nationale de football. Une finale qui suscitait passion et grand intérêt partout dans le pays. Laurent Banga a recueilli pour vous le témoignage de 2 anciennes gloires du football ivoirien, Laurent Pokou et Bernard Niaoré. Suivez. De 1960 à 1990, les finales de la Coupe nationale de football de Côte d'Ivoire constituaient un grand événement sportif pour le pays, les joueurs et leurs dirigeants. De nos jours, force est de constater que les finales de la Coupe nationale de football sont sans aucun intérêt. L'engouement n'est plus de mise. À quelques heures de la Coupe nationale de football, édition 2014, 2 anciennes gloires du football ivoirien nous replongent dans l'ambiance des belles années passées. 2 jours avant la finale, on disparaissait dans des hôtels inconnus jusqu'à ce que l'heure du match arrive. Nous, on voulait à tout prix gagner le match. Donc, on était tous conscients de la tâche. Et les 2 équipes qui doivent s'affronter, si je prends le cas ASEC Africa, pendant toute une semaine, peut-être même qu'on ne met pas les pieds dehors. C'est comme si nous allions un peu au front. Surtout quand il s'agit de l'adversaire comme l'Africa ou le Stade, personne ne veut perdre. Comment les joueurs se comportaient-ils sur le terrain? Le jour du match, on arrive, mais il faut comprendre que vraiment, il y a eu du monde fou.
ces paysans qui attendaient parler de nous au poste radio et tout ça, qui voulaient nous toucher, qui voulaient nous voir et qui se sont jamais déplacés pour aller à Abidjan pour nous voir jouer. Une finale de Coupe nationale, c'est plus que même une finale, j'allais dire, de Coupe d'Afrique. Et particulièrement, je parlerai du Stella parce que cette finale, nous l'avons jouée 3 fois. Alors là, c'était terrible. Nous menions jusqu'à vers la fin de quelques minutes, le Stella égalise. On l'a rejoué. La 3e fois, on a gagné par 2-1. Que faut-il faire pour susciter l'euphorie autour de la finale de la Coupe nationale de football? Pour permettre aux joueurs de faire du sport de haut niveau, il faut qu'il y ait des infrastructures. Moi, je vais vous dire, on a fait les fêtes tournantes. Il y a un beau stade à Séguéla, il y a un beau stade à Katiola, Biaka Boda, tout ça c'est laissé pour compte. Il faut vraiment des joueurs techniques, des joueurs engagés. En attendant, l'édition 2014 se prépare dans l'indifférence totale. Rares sont les Ivoiriens qui savent que la Coupe nationale aura lieu ce 3 août et quels en sont les finalistes. La promotion de la femme, le suivi de la parité homme-femme, le respect de la bonne gouvernance, voilà des notions qui sont prônées depuis 2012 par le Conseil national de la parité, une organisation non gouvernementale. Ami Sissoko, Grace Kando. 5 femmes sur 36 ministres au gouvernement, 25 sur 225 députés, 11 sur 180 maires, une seule femme sur 30 conseillers régionaux. Ces chiffres sont très loin du quota des 30% requis par les protocoles internationaux sur le genre. Le tableau de la promotion de la femme est encore sombre en Côte d'Ivoire. Pour apporter sa pierre à l'édifice, une ONG dénommée le Conseil national du suivi de la parité vient de voir le jour. Elle est dirigée par une pionnière, Sita Koulibaly, première femme ingénieure des TP en Côte d'Ivoire. Nous avons vu récemment la loi sur la famille. Nous avons vu que les femmes elles-mêmes, elles veulent s'en sortir, mais la pauvreté aidant, elles n'arrivent pas. Alors nous nous sommes dit qu'il faut déjà faire prendre conscience à nos jeunes dames et leur donner l'assurance dont elles méritent, qu'elles-mêmes elles sachent qu'elles peuvent faire davantage en nous aidant aussi à les aider. Pour la progression dans le combat pour la parité hommes et femmes, la Fédération des énergies s'impose. Sans la femme, qui représente 51% de la population, ce n'est pas possible d'émerger. À tous ceux qui veulent aller dans le sens du développement de la Côte d'Ivoire, de faire en sorte que la parité homme-femme soit une réalité pour ce pays. Nous sommes en train d'élaborer une loi sur la parité homme-femme. La société civile se mobilise autour de Madame la ministre chargée de la femme. Et nous pensons que bientôt nous aurons cette loi. L'ONG, le Conseil national du suivi de la parité, a mis en place des commissions de sensibilisation, de mobilisation, de formation pour sillonner toute la Côte d'Ivoire en vue de réussir le challenge de la parité hommes et femmes. Fin de la 3e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Dominique Ouattara a pris part à la cérémonie de clôture. La première dame a récompensé les lauréats. Les prix sont composés d'appareils électroménagers, des livres d'une valeur de 10 millions de francs CFA et la somme de 10 millions en espèces. On retrouve nos confrères de RTI Boaké. Après 7 jours de compétition, les lampions se sont éteints sur le Festival national des arts et culture en milieu scolaire sous la conduite de Efimbra Nicolas, directeur de la vie scolaire. La première dame, Mme Dominique Ouattara, qui voulait saisir cette occasion pour communier avec la famille éducative, a effectué en personne le déplacement de Boaké. Elle a été accompagnée par une forte délégation de membres du gouvernement dont les départements sont impliqués dans la promotion des activités de la vie scolaire. Le maire de la commune de Boaké, Djibo Nicolas, et le président du conseil régional de Gbeke, Jean Kwasi Abonois, se sont réjouis du choix de la ville de Boaké pour la tenue de ce festival.
Pour le directeur de cabinet d'Ambele Fosseni, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, ce festival est le fruit d'un partenariat exemplaire entre les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture. Quant à la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, elle a donné l'objectif de ce festival. L'objectif à terme est d'arriver à un rééquilibrage des deux composantes de la démarche éducative. Celle relative à la pédagogie, qui décerne des diplômes, et celle se rapportant à la vie scolaire, qui concourt à l'acquisition de valeurs morales et de compétences de la vie courante par la pratique des activités socio-éducatives. La première dame, Dominique Ouattara, a tenu à manifester son adhésion à ce festival. J'ai tenu à être des vôtres aujourd'hui pour vous manifester ma totale adhésion à ce festival de culture et d'éducation de nos enfants. En effet, grâce à ce festival, nos enfants ont été initiés aux arts et à la culture de notre pays et sensibilisés à des thèmes utiles à leur éducation civile et morale. Ils ont pu pratiquer des activités éducatives qui deviendront pour certains une passion ou même un métier. J'encourage vivement cette initiative car elle est une plateforme idéale de valorisation de certaines valeurs qui sont essentielles à l'éducation de nos enfants. Il s'agit de la vie en communauté qui implique le respect des autres, la discipline sans laquelle aucun succès n'est possible, la culture de l'amitié et de la fraternité, valeur essentielle à la cohésion sociale, et enfin la solidarité qui nous fait partager un objectif commun. Toutes ces valeurs se retrouvent dans les différents arts pratiqués par nos enfants, à savoir le théâtre, la danse traditionnelle, le chant choral, la peinture, le cinéma, la cuisine et la poésie. Comme prix, la première dame a offert aux lauréats des téléviseurs, des pianos, des vidéos, des lecteurs DVD, des cuisinières et des livres d'une valeur de 10 millions de francs CFA et des dons en espèces de 10 millions de francs CFA, soit un total de 20 millions de francs CFA. Fini donc la 3e édition. Vive la 4e en 2015. La page culture de ce journal est consacrée aux activités du Cercle des artistes pour l'émergence. L'association prépare en ce moment même une tournée hommage au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est ce que nous dit Serge Collier. Ils seront à Kong, dans le village du chef de l'État, pour le démarrage effectif des activités du CAP, le Cercle des artistes pour l'émergence. Un concert géant, hommage au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, grand inspirateur de la politique d'émergence, auquel ils entendent, ont-ils indiqué, dire merci pour toutes ces actions. Une conférence débat autour du thème de l'émergence culturelle et bien d'autres activités pour exprimer à partir de Kong la volonté des artistes d'apporter leur pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Nous nous disons qu'il est temps pour nous, en tant qu'artistes et créateurs, de quitter les sentiers de l'indigence pour nous retrouver résolument sur l'autoroute de l'émergence. Le président du Cercle des artistes pour l'émergence, Noël Douré, et le président de la FONACI, la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, continuent de sonner la mobilisation. Tout juste après Kong, le monde culturel, artistique va également distinguer le chef de l'État à travers la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire pour lui distinguer le prix des diamants des mécènes de la culture parce qu'il a posé des actes majeurs qui nous ont marqués. Le grand rendez-vous de Kong est prévu du 28 au 30 août 2014. Le Cercle des artistes pour l'émergence a le soutien du ministre des Affaires présidentielles Ouattara Birahima, parrain de l'événement, et du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Les artistes promettent aux populations de Kong une manifestation culturelle de grande envergure.
Conflit israélo-palestinien. L'armée israélienne a donné samedi de premiers signes d'une fin de ses opérations dans des secteurs limités de la bande de Gaza, tout en poursuivant ailleurs un pilonnage qui a encore fait des dizaines de morts. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que son armée poursuivrait ses opérations contre le Hamas dans la bande de Gaza aussi longtemps que nécessaire et avec toute la force requise. Sur le sol de cette maison, des douilles de fusils appartenant à l'armée israélienne et dans une pièce au mur couverte d'impacts de balles, 6 corps qui semblent avoir été exécutés. Ces images ont été tournées vendredi à Houza, dans les environs de Khan Younes, quand les habitants ont profité des quelques instants du cessez-le-feu pour retourner chez eux. Ils ont alors découvert ces corps, visiblement morts depuis plusieurs jours et inidentifiables. À l'extérieur, dans la ville réduite en débris, d'autres corps. Houza a été détruite. Il ne reste plus de maisons, il n'y a plus de rues, plus d'électricité. Je suis juste venu pour récupérer quelques affaires. Mais il faut faire vite, car 90 minutes après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les bombardements reprenaient, après une attaque lancée par le Hamas, faisant 2 morts et 1 prisonnier parmi les soldats israéliens. Dans un communiqué, la branche militaire du Hamas a affirmé ne pas disposer d'informations sur ce soldat, indiquant qu'elle avait perdu le contact avec l'un de ses groupes de combattants. Elle n'exclut pas la possibilité que tous aient été tués. Le secrétaire général des Nations Unies a condamné la violation du cessez-le-feu par le Hamas. Au lieu d'offrir aux deux parties, et particulièrement aux civils de Gaza, le répit dont ils ont tant besoin pour prendre soin de leurs blessés, enterrer leurs morts et réparer les infrastructures vitales, la rupture du cessez-le-feu a entraîné une nouvelle escalade. L'armée israélienne a repris ses bombardements avec une intensité redoublée sur le secteur de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. 107 Palestiniens ont été tués entre vendredi et samedi matin. L'université islamique de Gaza a elle aussi été détruite. Le bilan depuis le début de l'offensive s'élève à plus de 1600 victimes palestiniennes, 66 israéliennes. Malgré l'échec du cessez-le-feu et alors que les espoirs de parvenir à une nouvelle trêve s'éloignent, la délégation palestinienne se rend comme prévu au Caire ce samedi pour reprendre les négociations. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance à notre antenne. Bonsoir.